Bon, on va commencer. OK. Je vais faire une petite présentation de vous à les personnes et après te donne la parole. OK? OK. Bon, bonsoir à tous et merci, professeur Bernard Valéry, pour accepter ma invitation à participer dans dans notre programme de doctorat en travail social et en même temps dans le projet PIDIA pour apporter un thème très innovatrice sur la question du DPA-PC et qui vous apportez beaucoup des éléments dans votre carrière et dans votre recherche. Pourtant, merci pour accepter ça, pour votre patience, pour attendre mes emails, parce que parfois, je te donne beaucoup d'emails pour solliciter votre collaboration et votre participation. Et j'espère qu'en futur prochain, je te pourrai recevoir ici à Lisbonne, dans notre université, et on pourra parler face-to-face sur le thème et sur la question. J'espère que tout va meilleur dans la future prochaine. Avec plaisir. Merci pour cette idée. OK. Le professeur, agora je vais parler un peu en português pour te introduir, ok? Olá, boa tarde a todas e a todos por terem vindo a esta conferência. É uma conferência que vai abordar o empoderamento das intervenções sociais e com alguns pontos de referência que o professor nos vai deixando. O professor Bernard Valéry é um educador especializado desde 1979. Depois tornou-se um investigador associado no Centro de Investigação, Intervenção e Educação de Vida e Trabalho na Universidade de Laval, no Quebec, no Canadá. Depois um investigador a full-time na Unidade de Investigação, Educação e Formação sobre Educação Familiar e Intervenções Sociais junto à Família, na Universidade de Paris, na Nanterre, e é um conferencista das Ciências de Educação da Universidade de Grenoble, onde trabalha no Departamento de Carreiras Sociais, desde 2004 até 2018. Que esteve ao serviço. Tem vários artigos publicados sobre estes temas. Depois posso mandar-vos o currículo para terem mais informação sobre isso. E uma outra informação é que no chat vocês têm um link que tem os slides que o professor vai apresentar em francês e em português. Portanto, tem a tradução em português, para facilitar a maior compreensão de todos. E por isso nós vamos ter a conferência do professor durante 35, 45 minutos e depois teremos uns 15 minutos de questões, de debate, e aproveitem sobre esse debate porque podem tirar daí elementos de referência para os vossos trabalhos, para as vossas teses. Bon, professeur, la méthodologie, c'est vous avez 35-45 minutes pour faire votre présentation, votre conférence. Après, il y a 15 minutes de débat ou de quelques réflexions collectives sur le thème, sur la question. On pourrait interagir en les autres et après, fermer la conférence et voir le futur prochain. OK? Ça marche. OK, ça marche. Merci. On commence. Vous pourrez partager votre slide. OK, donc on va passer directement. Donc, vous m'avez présenté, donc on passe à la deuxième diapo, plan de la présentation. Je la mets là. Plan, vous l'avez? Partager. Share. Plano da presentazione. OK? Diapo 2.
Je cherche la mienne. Voilà. Donc, en premier, quelques préalables. Point 1, quelques préalables. Point 2, une conception de la finalité des interventions sociales. Vous n'avez pas partagé avec tout le monde. Je vais mettre un moment. Mais pas de problème. Às vezes é mais difícil do que parece. Conférence. C'est ça? Voilà. Donc, OK. Quand vous voulez, je vais passer. OK? alors, je ne sais pas comment je peux changer. OK, bon, je me débrouille. Donc, on passe à la diapo suivante. Je ne sais pas comment. Ça? Voilà, très bien. Donc, quelques préalables. OK. Alors, ce n'est pas une nouvelle théorie. Ce que je vous présente ne constitue pas une nouvelle théorie. C'est une réflexion qui est issue du terrain, à partir d'observations faites sur le terrain. On va être dans un système en anglais qu'on dit l'inverse de top-down, on part d'en bas, on part du down. Hein. Et l'ambition de cette approche, c'est de constituer un cadre de référence pour orienter les modalités d'intervention sociale. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est issu du terrain. Donc, ce n'est pas une nouvelle théorie. C'est fait à partir d'observations et de réflexions du terrain pour aider les travailleurs sociaux et pour préciser un vocabulaire et une posture. OK? OK. Alors, s'agissant de la reconnaissance scientifique, elle est établie à partir de la réalisation de nombreuses publications, d'articles dans des revues scientifiques internationales, essentiellement en français, quasiment exclusivement en français, des ouvrages, donc des livres, édités dans des collections scientifiques. Il y a eu des thèses de doctorat soutenues dans différentes universités, donc moi en France et puis plusieurs au Québec, donc au Canada. Il y a des enseignants-chercheurs, donc des professeurs d'université, dont les travaux sont organisés à partir de cette approche. Donc, j'étais le seul en France, mais il y en a plusieurs au Québec. Et enfin, il y a un laboratoire scientifique dont les travaux portent sur ce thème, qui est implanté à l'Université Laval de Québec et qui est dirigé par un professeur qui s'appelle Yann Le Bossé. Voilà, qui est l'architecte de cette approche. Ah oui, alors on va partir sur la... Donc, 1, 2, 3, la suivante. Il n'y a plus. Mais pourquoi? Pourquoi il n'y a plus? Ah, je sais. OK. Vous n'êtes pas sur la bonne. Ça, c'était les 3 premières que j'avais envoyées pour le titre, pour l'affiche. Il y a un autre, vous devez avoir une autre référence. Ça, c'est Lisbonne 2. Et vous, il faut que vous alliez sur Lisbonne tout simplement. Oui. Pardon. Pas de souci. Donc ça, c'est la première page. Là, on peut passer. Voilà. Alors, je démarre d'une définition que vous devez connaître,
hein, puisque c'est la définition internationale du travail social qui a été énoncée et approuvée par une assemblée générale de l'International Association du travail social. Je crois que ça se passait à Melbourne, en Australie, en 14. Alors, qui dit quoi en substance, hein? Le travail social promet le changement et le développement social, la cohésion sociale, le pouvoir d'agir et la libération des personnes, les principes de justice sociale, de droit de la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur du travail social. Voilà, donc on va voir que l'approche que je vous présente est pleinement congruente avec cette déclaration. Je passe la diapo suivante. Alors là, c'est franco-français. C'est une référence française. Le travail social ne se porte pas si bien que ça en France. Je ne sais pas si vous voulez traduire au fur et à mesure ou pas. Il y a un rapport qui a été remis à des ministres, au Premier ministre et à différents ministres en 2015, qui a l'ambition de réformer le travail social en France. Donc, si vous voulez, il y a cette citation qui vient remettre en cause le travail social français, hein. Je ne me permettrai pas de juger le Portugal. Le travail social n'est pas un travail sur autrui, c'est un travail avec autrui. La posture attendue n'est donc plus dans une expertise sur les autres, mais dans une expertise avec les autres. Passer du diagnosticien au maïeuticien. L'enjeu est de passer du modèle de l'expertocratie, modèle médical avec des rôles séparés, ceux qui savent et ceux qui disent leurs problèmes professionnels, les usagers, qui disent leurs problèmes aux professionnels. Donc ça, il y a une très large césure entre professionnels et usagers, et passer au modèle de catalyseur. Le catalyseur en chimie permet une réaction, mais se retire à la fin. Il a seulement permis que la réaction se produise. Donc ça, c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et à 5 ministres, en vue de réformer le travail social en France. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont ce travail est organisé en France. Donc cette citation est intéressante, c'est en finir avec le travail sur autrui, mais venir au travail avec autrui. Et je le redis, on en est loin en France dans de multiples secteurs. On en est très très loin. Je pourrais expliquer après pourquoi. On va passer à la diapo suivante. Alors là, c'est un mouvement, je ne sais pas si vous connaissez au Portugal, ATD Carmonde, qui depuis une trentaine d'années prône, encourage à cette référence du croisement des savoirs. Ça veut dire que dans chaque situation, on doit articuler ces trois pôles, ces trois savoirs, et qui ne sont pas hiérarchisés. Il n'y en a pas un qui domine les autres. Les savoirs théoriques, mais bon, en France, il y en a peu. C'est beaucoup des emprunts à la psychologie et à la sociologie. Contrairement à vous, en France, il n'y a pas de doctorat en travail social. Il n'y a pas de filière de travail social à l'université. Il n'y a pas. Il y a des disciplines qui s'y intéressent, mais il n'y a pas de discipline propre. Donc, savoir théorique, ce n'est pas énorme. Savoir d'action, c'est tout ce que les intervenants enregistrent, découvrent à partir de leur pratique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a les savoirs expérientiels, puis les connaissances que chacun peut tirer de ses expériences personnelles. ATD Carmonde dit on ne peut pas intervenir sans prendre en compte ces trois pôles, et en particulier les savoirs expérientiels, tenir compte de la façon dont les personnes qu'on est censé aider voient les choses. Donc on va le voir, cette approche, l'approche des PA, est complètement inscrite dans ce schéma. On va passer à la suivante.
Alors, là, je fais appel à un philosophe français, Paul Ricoeur, qui donne une conception de l'humanité. Je lis le texte. Tout être humain cherche constamment à se dépasser et à s'épanouir, ce qui passe par la reconnaissance de certaines capacités fondamentales, pouvoir dire, c'est-à-dire utiliser ses propres mots, pouvoir agir, j'ai la diapo suivante, on va en parler plus longuement, pouvoir raconter, se raconter, et la question de l'imputabilité, s'octroyer et se voir octroyer la paternité de ses actions. Ces capacités ne peuvent se déployer que dans la relation aux autres et en fonction de l'accessibilité aux ressources éducatives, économiques, etc. Donc, si vous voulez, pour ce philosophe, si une personne n'est pas en mesure d'exprimer ses différents pouvoirs, de mettre en œuvre ses différents pouvoirs, sa vie va être difficile. Donc, dans notre approche, on va faire en sorte que ces différents pouvoirs puissent être agis par les personnes accompagnées. Et là aussi, on en est loin dans les interventions en France. Je le redis, je ne juge pas le Portugal que je ne connais pas, mais en France, c'est quelque chose qui est difficile. Par exemple, pour le pouvoir d'agir, donc c'est la diapo suivante. Je me trompe. Une citation de Ricoeur. Voilà. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir faire, ressenti comme une atteinte à l'intégrité du soi. Ça, c'est Paul Ricoeur qui l'énonce. On pourrait rapprocher ça des travaux de Laborie, d'Henri Laborie. Quand quelqu'un ne peut ni fuir ni se battre, il devient fou, dans une situation difficile. Quand une personne ne peut ni se battre, ni fuir, eh ben, elle tombe, elle devient folle. Donc, si vous voulez, voilà, le pouvoir agir est quelque chose de fondamental pour tout être humain. Vous me dites si je vais trop vite, hein, Georges. Ça va? Oui, ça va bien. Diapo suivante. Quelques caractéristiques. Donc, on va voir successivement ces différents points. Alors, encore une fois, je le redis, c'est l'organisation en France. On va traiter des 5 points suivants: l'hypothèse dite des carences, l'hypothèse du grand soir, la posture du sauveur, la posture du contrôleur et l'impact de la référence à ces hypothèses et ces postures. Donc là, on attaque le point 1, l'hypothèse des carences. Donc, c'est la diapo suivante. Très souvent privilégiée par les intervenants. C'est celle qui est dominante en France. Si une personne éprouve des difficultés d'adaptation ou d'intégration sociale, c'est parce qu'il lui manque quelque chose en termes de formation, de confiance en soi, de motivation, donc de compétences, etc. Donc, selon cette hypothèse, pour remédier à cette situation, il faut combler la carence. Corollaire, une fois la carence comblée, la personne n'aura plus de difficultés. Problème, c'est d'abord que cette référence met l'accent sur les carences plutôt que sur les habiletés et les compétences. Donc, il y a un risque de stigmatisation, le fait d'assimiler ce que vit la personne avec ce qu'elle est. Deuxièmement, elle ne tient pas du tout compte de ce qui est contexte, de ce qui est structurel. Mais c'est une hypothèse en France qui est extrêmement répandue parce que le modèle français de l'intervention sociale est issu de la médecine. Ça marche en médecine, mais ça ne marche pas dans le social. Pourquoi ça marche en médecine? Parce qu'il y a des millénaires d'expérimentation sur le corps humain. Donc, on a acquis des savoirs qui sont importants et le médecin peut raisonner comme ça dans pas mal de cas. Mais dans le social, on n'a pas les connaissances qui nous permettent d'établir un diagnostic unilatéral. Donc, cette hypothèse, travailler à partir d'une telle hypothèse, fait beaucoup de mal. Et encore une fois, elle est dominante en France.
Donc, il y a l'hypothèse suivante, celle dite du grand soir, qui est beaucoup, beaucoup moins une référence en France, qu'il a été dans les années 60 quand les travailleurs sociaux étaient très politisés, mais aujourd'hui c'est fini. Donc l'hypothèse du grand soir. Les problèmes des personnes sont le produit principal d'une forme d'organisation sociale pathogène. C'est-à-dire que c'est l'organisation de la société qui met les gens à mal. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer les aspects personnels de la situation dans l'intervention. L'intervenant se consacre au changement social, renversement de l'ordre établi. Il fait l'impasse sur la dimension personnelle des difficultés vécues par les personnes. Si vous voulez, il y a un Premier ministre français, il y a une vingtaine d'années, Lionel Jospin, qui avait dit « Si on résout le problème du chômage, il n'y aura plus de problème dans les banlieues françaises. » Voilà. C'est un truc, c'est une façon de réfléchir qui fait complètement abstraction des dimensions personnelles. Deux personnes au chômage ne vont pas vivre leur situation de la même façon. Donc on voit bien que cette hypothèse qui exclut la dimension personnelle ne va pas marcher non plus. Mais en France, elle est peu usitée parce que la politisation des éducateurs est très basse. Mais dans les années 60, c'était le cas. Alors après, on passe à des questions de posture. La posture du sauveur. Le sauveur, c'est ce qui est bon pour l'autre. Il ne s'appuie que sur ses propres connaissances, sur son propre point de vue pour conduire l'intervention. Il réfute l'intérêt de la prise en compte des connaissances issues de l'expérience. Là, on revient au croisement des savoirs d'ADT. Donc, il y a tout un pôle qui n'est pas pris en compte. Donc, une telle posture provoque l'infantilisation des personnes auprès desquelles il intervient. L'intervenant les traite comme si elles étaient dépourvues de toute compétence. Alors, je le redis, là aussi, le sauveur, si ce modèle est pertinent en médecine intensive, il ne l'est pas dans les interventions sociales. Voilà. Donc, si vous voulez, quand des interventions sont construites uniquement à partir du point de vue des intervenants, on est là-dedans. Quand on ne prend pas en compte l'intelligence des personnes qui sont en difficulté et qu'on a l'ambition d'accompagner, on est dans la posture du sauveur et qui va faire beaucoup de mal aussi. Autre posture, la posture du contrôleur, adoptée par les intervenants mandatés pour réaliser du contrôle social. C'est par exemple le cas dans un certain nombre de mesures judiciaires, donc prescrites par des juges, par des magistrats, ou des mesures type aide conditionnelle, ce qu'on appelle le RSA en France, le revenu d'insertion, d'activité, etc., etc. Donc là, on est beaucoup dans le contrôle social, ce qui renforce le sentiment d'impuissance de là ou des personnes concernées, sentiment déjà créé par le statut de bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on a une dissymétrie qui est énorme entre les intervenants et les personnes accompagnées. Et on n'est pas du tout dans le pouvoir d'agir, on est dans du devoir agir. On n'est pas du tout dans le pouvoir d'agir. On va passer à la diapo suivante. Pardon. Donc, s'agissant de l'impact de la référence à ces deux hypothèses, carence et grand soir, et à ces postures, sauveur et contrôleur, le constat fait sur le terrain, c'est que l'aide apportée ne résout pas le problème et la personne connaît un échec supplémentaire. Il y a donc un risque de double victimisation, fait de reprocher à la personne de ne pas réussir à s'en sortir malgré l'aide apportée. Moi, ça, je l'ai constaté très souvent sur le terrain. C'est-à-dire que les gens disent « Ah bah oui, mais les gens, ils ne veulent pas venir nous voir. Les personnes, elles ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Donc, si elles restent dans leur état, c'est de leur faute. » Non, c'est parce que l'intervention avait été mal construite. Donc voilà, on se retourne toujours contre les personnes qu'on accuse de ne pas avoir voulu jouer le jeu. Donc, se référer à ces deux hypothèses ou à ces deux postures est une très mauvaise chose. Alors, la prise en compte de ces impacts néfastes
et un sentiment d'impuissance professionnelle, parce qu'il y a quand même pas mal d'intervenants sociaux qui se rendent compte que ce qu'ils font ne va pas dans le bon sens. Donc, ils développent un sentiment d'impuissance professionnelle. Il y a un fort taux en France de ce qu'on appelle le burn-out, les arrêts maladie dus à la profession chez les travailleurs sociaux. Donc, cette prise en compte, cette prise de conscience, ces prises de conscience ont conduit les intervenants à envisager d'autres manières d'intervenir. Ceci vise à développer des interventions sociales contribuant activement, globalement, à l'avènement d'une société plus juste, localement, à l'affranchissement de personnes et de collectivités. Là, on est dans le cœur du pouvoir d'agir, que je vais définir après, qui vise vraiment, en termes de finalité, de contribuer à construire une société plus juste et à l'affranchissement des personnes. Alors, la diapo 4, de l'empowerment à l'approche centrée sur le DPA. Quelques points d'histoire. La première utilisation du terme empowerment aux États-Unis date du début du XXe siècle. En particulier par les féministes, c'était le cas en Angleterre aussi, donc dans le monde anglo-saxon, les suffragettes, comme on les appelait, à propos par exemple du droit de vote, etc. Donc ces mouvements féministes ont utilisé le terme empowerment, essentiellement donc États-Unis et Grande-Bretagne. Dans les années 60, toujours aux États-Unis, il y a eu une critique par certains psychologues cliniciens des modèles d'intervention traditionnels. Ces psychologues qui travaillaient auprès de populations pauvres, des ghettos noirs par exemple, autres, se sont rendus compte que leur façon traditionnelle de travailler n'aidait pas du tout les gens, mais au contraire les enfonçait. Donc en 1965, un certain nombre de ces psychologues cliniciens se sont réunis et ont décidé la création de ce qu'on appelle la psychologie communautaire. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de s'inscrire dans une logique d'adaptation et refusé d'ignorer les impacts des conditions de vie. Donc, c'est-à-dire que quand on veut épauler quelqu'un, il faut prendre en compte non seulement ce qu'il a dans la tête, mais aussi ses conditions de vie. Donc, le but de ces psychologues, contribuer à l'émergence des conditions favorisant l'affranchissement de personnes rencontrant des obstacles dans leur parcours de vie. Voilà. Et il a fallu, donc ça c'était en 1965, et il a fallu une vingtaine d'années pour qu'un auteur que je n'ai pas cité ici, Julian Rapaport, qui était un des leaders de ce mouvement, définisse le terme empowerment dans des revues évidemment de psychologie communautaire. Alors, il a fallu 20 ans pour arriver à cette définition. Donc, je n'en donne pas la définition, mais on va s'occuper du pouvoir d'agir après. Aujourd'hui, le terme empowerment est utilisé dans des contextes et des sens très différents. Le problème, c'est que ce terme empowerment, au cours des années suivantes, donc entre les années 80 et puis aujourd'hui, beaucoup de milieux différents l'utilisent et dans des sens extrêmement différents. Par exemple, le président Reagan, aux États-Unis, l'a utilisé à propos des quartiers pauvres dans un sens « débrouillez-vous ». Voilà, c'était vraiment, bah oui, faites de l'empowerment, voilà, c'est votre affaire, débrouillez-vous. Vous voyez, on ne va pas du tout être dans l'état d'esprit de l'approche. Le monde de l'industrie s'en est emparé. Des boîtes comme Motorola, comme Toyota l'utilisent. Mais là encore, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on donne plus de responsabilités à certains sans leur donner les moyens de réaliser ces responsabilités, etc., etc. Vous avez aussi des agences internationales comme le FMI, le Fonds monétaire international, qui l'utilisent. On est toujours dans des modèles descendants top-down et non bottom-up. Donc, une traduction qui a été privilégiée par Yann Le Bossé en 2004 du terme empowerment, c'est développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités.
Donc tout ça figure dans un article que je signale ici. Alors, si empowerment et DPA se réfèrent à la même idée, ils ne recouvrent pas l'univers de sens de l'empowerment. Le DPA, c'est le cœur de l'empowerment. Ça va être le développement d'un pouvoir d'agir. On ne s'occupe pas ensuite s'il s'agit de lutte politique ou autre ou autre. Voilà, donc tout ça, le DPA se veut le cœur de l'empowerment et dans les pratiques sociales. C'est-à-dire qu'on ne l'étend pas à tout ce qui est domaine politique, économique, etc., etc. Même si on va le voir, effectivement, on va s'intéresser à des aspects économiques, financiers, autres dans les situations, mais on est dans les pratiques sociales. Donc, on évite d'employer le terme empowerment quand on s'intéresse à cette approche. Donc, je le dis, selon le Bossé, le développement de pouvoir d'agir constitue le cœur de l'empowerment. Pouvoir d'agir, une définition, processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir de manière efficiente sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles s'identifient. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les gens puissent aller dans une direction qui est importante pour eux. Agir étant, peuvent être définis comme un acte conscient. Hein, c'est être un agent de changement dans son quotidien. Diapo suivante. Alors, quand on parle de pouvoir dans cette approche, vous savez que le terme pouvoir a différents sens, acceptions. Ici, le pouvoir n'est pas associé à l'idée de puissance, ne renvoie pas au désir de domination. En se référant à Hannah Arendt, il est associé à l'application concrète du possible, renvoie à la possibilité de créer une différence dans le cours des événements. C'est-à-dire qu'on va développer un pouvoir quand on est capable d'élargir ses marges de manœuvre. Voilà, là on est vraiment là-dedans. Il n'est pas question de dominer l'autre ou autre, c'est pas du tout ça. Et alors, en se rappelant que l'exercice effectif d'un pouvoir d'action dépend à la fois des opportunités offertes par l'environnement et des capacités à exercer ce pouvoir. Très important de lier ces deux registres. Sinon, cette approche perd tout son sens. Diapo suivante. Alors, pour compléter, une référence à l'économiste indien Amartya Sen, qui distingue deux libertés. La liberté négative renvoie à l'absence de coercition. On a le droit, on peut, on a le droit de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a la liberté positive qui concerne la possibilité concrète d'user de cette liberté. Ce que les personnes peuvent vraiment faire. Je vais donner un exemple. On dit souvent, il faut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que lui donner du poisson. D'abord, donner du poisson, ça peut peut-être sauver la vie de quelqu'un dans certaines situations dramatiques. Et apprendre à pêcher, ok, c'est important. Encore faut-il qu'après, la personne dispose d'un plan d'eau à proximité de son domicile, que dans ce plan d'eau, il y ait des poissons comestibles, qu'elle dispose du droit de pêcher dans ce plan d'eau, qu'elle dispose du matériel pour pêcher, hein, canne à pêche, asticot et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est la différence. Donc on a le droit de pêcher, encore faut-il que derrière, on dispose de toutes ces conditions. Donc l'exercice d'un droit est donc subordonné à la disponibilité, à l'accessibilité des ressources. Alors, mise en œuvre de cette approche. On va aborder ces 6 points. Là, on est vraiment au cœur de l'approche. Hein. On va d'abord parler de la posture de passeur, qui donc va s'écarter des deux postures que j'évoquais plus haut, au but de l'intervenance, référant à cette approche, l'action collective, et après, comment définit-on un problème et comment élabore-t-on des pistes d'action. Posture du sauveur. Donc, elle s'écarte des deux postures dénoncées auparavant, celle de sauveur et celle de contrôleur. Le passeur crée les conditions pour que là où les personnes concernées utilisent les compétences qu'elles possèdent. Voilà, créer les conditions. Il prend en considération les connaissances issues de l'expérience
en les articulant avec les savoirs dits d'action et les savoirs théoriques. Donc là, on est vraiment dans le schéma d'ADT Quart-Monde. Il n'est pas possible de construire sans prendre en compte l'intelligence des personnes qu'on accompagne. Il n'est plus question de projet pour, mais de projet avec. Les projets pour, ça ne marche pas. Il faut vraiment que la personne puisse contribuer fortement à l'élaboration et à la mise en œuvre de son projet. On ne fait pas à sa place. Il y a toujours l'analogie, on ne fait pas pousser une fleur en tirant dessus. On fait pousser une fleur en l'arrosant, en mettant de l'engrais, en la mettant au soleil, etc., etc. Mais c'est la fleur qui va se développer elle-même, sous réserve qu'on ait rempli les conditions que je viens de citer. Voilà, donc le passeur, c'est celui qui va contribuer à la mise en œuvre des conditions, en accord, en négociation avec la personne ou le groupe qui l'accompagne. Donc, diapo suivante, le passeur, il favorise pleinement, voilà, il favorise pleinement les démarches de négociation entre personnes concernées par l'intervention et intervenants. L'expertise des premières est nécessaire, mais pas suffisante. Expertise des travailleurs sociaux. Ces personnes sont alors, les personnes accompagnées sont alors véritablement reconnues comme moteurs de leur parcours de vie. Voilà, donc on va le voir que la négociation est une démarche incontournable dans cette approche. Le passeur épaule là où les personnes concernées dans leur affranchissement. Il ne s'agit pas pour celle-ci de faire avec l'obstacle, on serait dans une histoire d'adaptation qui nie la nécessité de changement structurel, mais d'en être libre, soit en l'ayant dépassé ou contourné, soit en ne le percevant plus comme tel. Dans les interventions sociales françaises, on est énormément dans l'adaptation, énormément. Il faut que les gens s'adaptent à leur contexte de vie. On nie l'utilité ou on a peur de s'affronter à l'idée de travailler sur un changement structurel. Donc là, on n'est pas dans le faire avec. Il faut vraiment que les personnes réalisent qu'elles aient dépassé, contourné l'obstacle ou elles ne le perçoivent plus comme tel. Ça, c'est capital. On n'est pas du tout dans une démarche d'adaptation. Diapo suivante, donc le point 2, le but, c'est donc mettre en œuvre de l'intervenant, mettre en œuvre les conditions susceptibles, on n'est jamais sûr que ça marche, donc il faut être prudent, susceptibles de favoriser l'atteinte d'objectifs jugés importants par là où les personnes auprès de laquelle il intervient, c'est-à-dire contribuer au développement du pouvoir d'agir de ces personnes. Ce sont les personnes qui vont nous dire, voilà ce que j'aimerais, dans quelle direction j'aimerais aller, etc. On va en reparler dans le débat de tout ça, c'est capital. L'intervenant soutient là où les personnes, dans la prise en considération des opportunités issues de l'environnement, cadre législatif, disponibilité budgétaire, ressources diverses, et de leur capacité à exercer ce pouvoir, compétences, motivation, etc. Le premier point, c'est-à-dire que là, dans cette approche, les intervenants vont devoir par moment vraiment tenter de faire bouger les structures avec les personnes qu'ils accompagnent. Souvent en France, on se limite, je le redis, au deuxième registre, les compétences, les motivations, etc., etc. La tâche essentielle de l'intervenant, diapo suivante, consiste à contribuer d'une part à l'identification de l'ensemble des conditions personnelles et structurelles nécessaires à la conduite du changement visé, d'autre part à réunir ou actualiser ces conditions. C'est-à-dire que l'intervenant, il va agir au niveau de la conduite de changement. Il ne va pas uniquement réfléchir avec les gens, les guider au niveau de ce que ces personnes devraient faire. Non, il va, avec elles, les accompagner durant toute la mise en œuvre du changement, du projet. Voilà, et aussi bien en tenant compte des conditions personnelles et structurelles. L'action, recours à l'action, diapo suivante. Si l'expression est nécessaire au changement, elle n'est pas suffisante.
C'est le passage à l'action qui s'avère transformateur, qui favorise la prise de conscience. Ça aussi, c'est une dénonciation d'énormément d'interventions en France, basées uniquement sur la parole. Les intervenants sociaux rencontrent les personnes dans un bureau ou à domicile et parlent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La parole seule n'a jamais rien fait changer. On n'est pas dans un système thérapeutique, on est dans le social. Il s'agit de permettre aux personnes concernées de faire l'expérience de la mise en mouvement de leur potentialité. Souvent, les personnes qui n'arrivent pas à avancer sont paralysées. Le boulot de l'intervenant, ça va être de leur permettre de faire un premier pas en avant, dans une direction qui compte pour eux, et que ça marche. Il faut mettre en place des actions qui ont une très forte probabilité de réussite. Et après, ça se décoince tout seul. Et ce qu'il faut, c'est que c'est permettre aux personnes d'être en mesure de... on est encore sur le 5-3. Hein. Je suis dans la dernière... la suivante, Georges. Voilà, je suis dans le dernier point. De leur permettre d'être en mesure de s'attribuer le mérite de la réussite d'une action, aussi mineure paraît-elle, de se percevoir auteur. Ça rejoint ce que j'ai exposé au début de Ricoeur, l'imputabilité. Il faut que les gens puissent se dire « j'ai réussi à ». C'est grâce à moi que j'ai pu avancer. Et que les autres autour disent « ah bah oui, tu as été capable de, c'est toi qui as réussi ». Voilà. Donc, il faut vraiment permettre aux gens de se sentir auteur. On pourrait parler sur le mot acteur. L'acteur joue un rôle qui n'a pas été écrit par lui. L'auteur écrit son propre texte. C'est pour ça que j'utilise le mot auteur. Donc, recours à l'action. Après, alors le point suivant, l'intérêt de la référence à l'action collective. Dans l'action, on est un monde commun. L'action contribue au fondement du lien social. Là aussi, on pourrait se référer à Hannah Arendt. L'action collective favorise l'émergence et le développement de l'entraide. Et enfin, un dernier point qui est important, si je vous parle de Paulo Freire, je pense que ça vous dira quelque chose. Tout son travail sur la conscientisation. L'action collective favorise le passage d'une conscience individuelle à une conscience collective. Quand des gens sont ensemble, ils se rendent compte, voilà, je croyais que mes difficultés personnelles étaient liées à ma personnalité, mais je constate que d'autres vivent la même chose que moi. C'est très, très rassurant quand on se rend compte que d'autres vivent la même chose que nous. Pourquoi ? Parce que puis, je comprends que mes difficultés sont en partie produites par la manière dont la société est organisée. C'est-à-dire que l'action collective permet une prise de conscience collective qui va remettre en cause l'organisation du contexte de vie. Là, on peut se rapprocher de tous les travaux de Paulo Freire lorsqu'il apprenait aux paysans pauvres à lire, etc., etc. Diapo suivante. Alors là, on rentre dans une phase. Quand un intervenant épaule quelqu'un, accompagne quelqu'un, il faut d'abord qu'il sache sur quel problème travailler. Donc, définition du problème à résoudre. Ça, c'est en une diapositive, mais c'est extrêmement délicat à intégrer. Préciser les manifestations ici et maintenant des caractéristiques de la situation à changer. On ne s'occupe pas du passé, si ce n'est les impacts ici et maintenant du passé. On ne s'occupe pas du futur, si ce n'est en quoi le futur éventuellement nous angoisse-t-il ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est une approche qui ne va pas chercher les causes, les soi-disant causes de la situation actuelle, etc., etc. On s'occupe de ce qui se passe ici et maintenant. Alors, non, on reste sur la diapo, Georges, s'il te plaît, la 5.5, la précédente. Ne pas tenter de partir de l'énoncé d'une question générale ou d'un énoncé normatif. Si quelqu'un vous dit « je suis trop timide », etc., etc., ça ne marche pas. Parce que dès qu'on a un adverbe comme « trop », c'est qu'on est dans le normatif. Donc, on ne sait pas quoi en faire. Donc, ne pas partir d'énoncer d'une question générale. Je suis dépressif. Bon, c'est même pas une question. C'est quelque chose dont on ne sait pas quoi faire. Après, il va falloir faire préciser à la personne qu'est-ce qui vous
quand vous dites dépressif, en quoi ça vous gêne aujourd'hui, etc. On va faire préciser tout ça aux gens. Distinguer problème et demande. Une demande, généralement, c'est quelque chose qui est hâtivement formulé, qui n'a pas été problématisé. Problème et difficulté. Un problème, généralement, permet une solution, or qu'une difficulté, il faut faire avec. La perte d'un être cher, un handicap qui surgit suite à un accident, on est dans une difficulté, mais qu'on va essayer de transformer en problème. En quoi ça vous pose problème d'avoir perdu votre père? En quoi ça vous pose problème que votre femme ait un cancer, etc., etc. Distinguer problème et solution, parce que très souvent, on énonce une solution beaucoup trop hâtive, et c'est le fait qu'on n'arrive pas à mettre cette solution en route qui nous pose problème. Et toujours pareil, prendre en compte les caractéristiques personnelles et contextuelles de la situation dans la définition du problème. Voilà, donc vous voyez que pour problématiser, c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère, qui peut prendre beaucoup de temps. Mais c'est un temps qui est incontournable. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à une définition opérationnelle du problème qu'on veut résoudre. Diapo suivante, une fois qu'on est tombé d'accord avec les personnes ou le groupe concerné sur l'énoncé du problème, on va construire des pistes d'action visant à résoudre le problème, à apporter des solutions. Donc là, Yann Le Bossé propose un modèle en 4 axes, pas hiérarchisé, mais va falloir tenir compte de chacun de ces axes pour se situer dans l'approche. Alors, on va les prendre les uns après les autres. Diapo suivante. Adoption d'une unité d'analyse acteur en contexte. Qu'est-ce que ça signifie? L'intervenant s'assure que sa pratique prenne en compte de façon concomitante les obstacles concrets entravant la personne ou le groupe concerné et les développements de ses capacités d'adaptation. L'intervenant développe une compréhension nuancée du rôle de la personne ou du groupe dans l'avènement ou le maintien de sa situation. Vraiment acteur en contexte, c'est-à-dire qu'on va avoir en main ce qui est personnel, ce qui concerne la personne ou le groupe directement, des compétences à affermir, des habiletés à faire émerger, etc. Et ce qui concerne le structurel. Il va falloir négocier avec la mairie, avec l'école, avec le centre social du coin, telle modification d'emploi du temps et autres pour lever tel type de problème. Donc vraiment, acteur en contexte, systématiquement en main, le personnel et le structurel. Axe suivant, implication des personnes concernées dans la définition du problème et des solutions envisageables. Il s'agit bien d'une négociation basée sur une concertation et non d'une simple consultation. Vraiment, on prend les personnes qu'on accompagne comme des interlocuteurs incontournables. On négocie avec eux. On négocie, nous, dans le cadre de notre mandat, de nos missions, et on négocie, et elle négocie à partir de ce qui est important pour elle. Là, vraiment, il va y avoir un boulot. Le travail, c'est de permettre aux gens de réfléchir sur eux-mêmes, sur ce qui compte pour eux, comment ils voient les choses, etc., etc. Très délicat, ça aussi. Plus que l'adhésion de la personne ou du groupe, c'est la définition négociée des solutions envisagées qui est à recueillir. Vraiment, voilà, quoi. On a gagné lorsqu'on arrive à définir des pistes d'action après une réflexion partagée. Dernier point, seules les personnes concernées savent ce qui va être pertinent pour améliorer leur situation. Moi, personnellement, j'ai connu la vie simple, mais pas la pauvreté. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un pauvre. Donc, si vous voulez, pour traiter des questions de pauvreté, je vais évidemment devoir m'appuyer sur la connaissance qu'ont les gens, qu'ont ces personnes de leur situation. Diapo suivante, prise en compte des contextes d'application. L'intervenant tient compte des spécificités de chaque situation, ici et maintenant, dans la conduite de l'intervention. Il ne pose pas de préalable à la personne ou au groupe, être motivé par exemple. Il n'est pas possible d'envisager les mêmes modalités de changement d'une situation à une autre.
ça questionne les interventions standardisées. C'est-à-dire que quand on veut, ça c'est surtout pour tout ce qui est direction et autres, organiser de façon standardisée les interventions, ça ne va pas marcher. Il y a des systèmes en France où on dit qu'il faut que les personnes soient reçues 10 minutes, pas plus. Bon, ça n'a pas de sens. Il y a peut-être des personnes en 5 minutes, ça va suffire, puis d'autres, il faudra une demi-heure, 1 heure, les voir 3 fois, etc. Donc cette approche questionne terriblement les interventions standardisées. On peut se mettre d'accord sur des principes qui peuvent être généraux, mais pas sur des modalités d'exercice, parce que chaque contexte est différent. Enfin, dernier axe, introduction d'une démarche d'action conscientisante. Qu'est-ce qui a été tenté, quel instrument en tirer? On en tire. L'intervenant met en place les conditions susceptibles de permettre à la personne ou au groupe concerné de prendre conscience des éléments personnels et structurels ayant contribué à la détérioration de sa situation et à l'amélioration de cette situation. Et ce, afin que cette personne ou ce groupe puisse dorénavant tenter une action sans intervenant. Ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se débarrasser des gens. On va intervenir le temps qu'il faut. Mais l'idée quand même, c'est que les gens, à un moment donné, se sentent en capacité d'agir seuls, soit auteur de leur vie, quitte de temps à autre à demander un petit coup de main. Mais l'idée quand même, c'est que les gens soient fiers de ce qu'ils sont capables de faire et avancent et se rendent compte qu'ils sont capables d'avancer par eux-mêmes. Donc vraiment tirer des enseignements de tout l'accompagnement pour qu'ils puissent utiliser ces enseignements dans des situations à venir. Voilà, donc je crois que c'est la dernière diapo, je ne sais plus. Oui, la dernière, oui. Voilà, c'est la dernière. La référence à ce modèle d'analyse vise à formuler le changement visé en termes d'action à entreprendre. On est bien dans quelque chose d'opérationnel. Envisager une solution pouvant être mise en œuvre immédiatement sans condition préalable. C'est-à-dire que quand on dit aux gens, vous n'êtes pas motivés, revenez quand vous êtes motivés, vous n'avez pas les compétences, allez d'abord vous former. Non, on prend les gens tels qu'ils sont. On démarre avec eux, ici et maintenant, dans la situation où ils sont, quitte à ce qu'à un moment donné, ils aillent se former, ou etc., etc. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. À tous. OK, merci, professeur, pour votre conférence. C'est très complète et très important pour réfléchir et penser le travail social de ce siècle. Oui. Où nous intervenons et en même temps, vous laisse à tous les étudiants et à nous quelques éléments très importants pour penser la production de connaissances en travail social et comment penser la structuration et en même temps comment penser la question des recherches et la question d'analyse de problèmes où les travailleurs sociaux devaient intervenir pour le changement et pour la qualité de vie de la personne et de toutes les personnes en société. Merci. Je laisse la parole à les participants. On va voir s'il y a quelqu'un qui a avoir question pour faire à le professeur quelques clarifications ou quelques mots de commentaire. C'est possible. Portanto, quem quiser colocar alguma questão, algum esclarecimento, algum comentário, portanto, estamos agora nesse período de debate. Je vais montrer les étudiants qui restent dans la classe. Voir. Oui. OK. Okay. Bon, ils sont ici. Questões? Il y a un moment de pensée pour après faire la question.
Je pense que c'est important de réaliser quelques mots que tu commentes dans votre conférence en travail social. La question de l'intervention individuelle et collective en travail social. Les dernières années, je pense que la plupart de las interventions du travailleurs sociaux, c'est plus individuel et n'est pas collectif. Et ça manque dans le développement du travail social. Et ça, c'est fondamental pour apporter les valeurs et les principes du travail social. La autre question, c'est la connaissance sur la personne et sur le contexte, mais en même temps, renforcer les expériences de vie de la personne, les travailleurs sociaux intervenants. Et en grande contribution, c'est votre clarification de la dimension interprétative de empowerment. N'est pas la conception d'empower des États-Unis, mais autre interprétation plus adéquée à le travail social émancipateur pour travailler les opportunités et en même temps les capacités, les habilités de la personne. Ça, mais c'est pas facile, c'est complexe, mais c'est le travail de travailleurs sociaux, je pense. L'autre chose, c'est quand vous dites que le changement et la conséquence intégration sociale de la personne qui est intervenue pour le travail social ne dépend uniquement de la foi d'opportunités offertes, mais en même temps de la capacité des personnes. C'est deux mots très importants pour obtenir quelques résultats au final d'une intervention. Et ça, je pense que mettre en place et en débat la dimension des cultures. Comment le travail social travaille la culture de nouveaux groupes qui habitent dans le quartier, qui habitent dans la communauté, et la nouvelle culture de vie collective ou de vie individuelle. La dimension culturelle, je pense que besoin d'une renforce de connaissances en travail social. N'est pas uniquement la diversité, mais un peu plus que la diversité culturelle. C'est la dimension des cultures de la citoyen qui vivent en groupe, qui vivent en collectivité. Je te posais une question. Oui. Dans votre expérience, et je connais beaucoup de le travail social français, et ce n'est pas le même qu'on va voir ici au Portugal. Et j'avais un programme de coopération avec quelques IRTS de France pour développer les études de doctorat en travail social. Mais ça, ce n'est pas facile. C'est très compliqué parce que la dimension de la sociologie appelle beaucoup le travail social comme une discipline hybride et pas une discipline intégrée dans la science humaine. Et ça, c'est un problème dans l'Europe et dans le processus de Bologne, des moments. Et je pense que c'est pour ça que quelques universités sont déjà ouvertes en année pour les personnes du travail social faire une année à l'université pour son connaissance.
Mais le problème, c'est que à votre expérience, vous pensez que c'est facile d'introduire cet nouveau pensement aux méthodologies dans le cours du travail social? Ou en votre expérience, vous pensez que les acteurs, les professeurs, les chercheurs, les étudiants du travail social préféraient un peu le mot anglo-saxonique pour le travail social. Et parfois, il y a en quelques moments un conflit entre les sciences sociales humaines pour clarifier son objet d'intervention, son objet d'étude et tout ça. Je ne sais pas si je suis clair dans la question. Au niveau méthode, pendant les 15 années que j'ai passées à l'Université de Grenoble, je faisais énormément de ce qu'on appelle analyse de pratique. Ça vous parle, analyse de pratique? Oui. C'est-à-dire que je partais des préoccupations des étudiants, Oui. qui faisaient beaucoup de stages, hein. Je partais de ce qu'ils vivaient en stage pour, si vous voulez, leur permettre de réfléchir à ce qu'ils vivaient, d'organiser peut-être différemment, alors à partir de là, leur suggérer des lectures, etc., etc. Donc des analyses de pratique à partir des 4 axes de l'approche. Et si vous voulez, j'avais même pas besoin au départ de faire de présentation théorique. C'est-à-dire qu'on mettait en place ces analyses de pratique, puis au bout de 3 mois, ils avaient découvert le système des axes. Donc, si vous voulez, c'était vraiment faire appel à leur intelligence. Alors, on ne s'occupait pas tellement des personnes, puisqu'elles n'étaient pas là, hein, si c'était un groupe de jeunes, etc., etc. On s'occupait d'elles, des problèmes ou de ce qui les avait marqués, et on travaillait tout ça. Et c'est à cette occasion-là que j'injectais des notions théoriques. Vous voyez, mais c'est vraiment en partant de leurs préoccupations. Pas de cours, pas beaucoup de cours magistraux. J'ai toujours fait très peu de cours magistraux en amphi, parce que j'estime que ça payait beaucoup moins, enfin c'était beaucoup moins utile que des analyses de pratique que je faisais par petits groupes de 6, 8 étudiants. Vous voyez, où chacun avait la parole pendant 1 heure, avait le temps de développer sa situation, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond. Après, moi, la filière travail social dans les universités françaises, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru. La création d'un doctorat, et Dieu sait si je vous cite des gens comme Stéphane Rulac et autres, vous devez connaître, avec qui je m'entends très bien, je leur ai toujours dit, ça ne se fera pas. L'université française ne veut pas créer une nouvelle discipline. Tout ça est verrouillé, soit par la psychologie, soit par la sociologie essentiellement, et un peu les sciences d'éducation, mais qui sont moins fortes. Donc, si vous voulez, la filière, non, en France, il n'y a même pas de master. Il n'y a rien, il n'y a pas de licence. Les étudiants en travail social doivent se raccrocher à des licences de sociaux, etc., etc. Et la France, si vous voulez, est verrouillée aussi par la psychanalyse, qui est très, très enseignée dans les universités. Bon, c'est un pays où il y a la psychanalyse qui a une place énorme. Moi, j'étais chef de département. Il y avait 3 psychologues dans le département. Les 3 ne pouvaient pas parler ensemble. Les 3 étaient de chapelles différentes, psychanalyste, neuropsychologue, psychocognitif, psychosocial. Les dialogues étaient impossibles. Ils s'insultaient entre eux. Mais tout ça est verrouillé. Donc, le travail social, c'est un objet. C'est un objet, mais traité à partir des disciplines en place. Je ne sais pas si ça répond à votre préoccupation, Georges. Oui, parce que de moment, notre formation en travail social de licence, il à prendre un profil éducatif qui c'est le profil intervenant-chercheur. Pourtant, il n'est pas uniquement un intervenant.
mais en même temps, il est un intervenant chercheur parce qu'il va voir dans son éducation, dans son plan de licence, maîtrise et doctorat, une ligne de discipline, de méthode de recherche. Oui. Qualitative et quantitative, parce que nous utilisons beaucoup le mix methods, les méthodes qualitatives et quantitatives en simultané, mais pas uniquement qualitative, l'éducation et la production de connaissances. Oui, et bon, ça, c'est une affirmation de le travail social portugais dans la université publique après les années 2010. Il avait 10 ans des affirmations et de moment, il se prend dans le même dialogue que les autres sciences sociales et humaines, dans la université, dans la commission scientifique, dans la carrière et tout ça. Et nous avons déjà la carrière de chercheur du travail social dans le centre d'études. Et bon, ça marche bien de moment, cette affirmation. Mais de moment, nous avons 34 thèses de doctorat à défendre. C'est un bon matériel de production scientifique et en même temps beaucoup de projets d'intervention et de recherche qu'on va faire de moment. Mais vous parlez d'une chose que c'est très, très important et j'avais un projet international avec les universités albanaises, Albania, où nous développons l'investigation sur l'internship, sur le stage en travail social et le stage, l'éducation pratique dans le cours du travail social. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que la question, c'est comment les universités, comment les institutions, comment les politiques voient le stage en travail social. Parce que le stage en travail social n'est pas égal à quelque autre stage à notre discipline. Parce que le stage, c'est une unité d'apprentissage, de techniques expérimentales, principalement des capacités, des compétences expérimentales, des compétences techniques qui ne sont pas possibles d'obtenir dans la salle de l'université. Mais dans cette dimension, c'est très important que le local de stage se prenne comme un centre de qualité pour l'éducation en travail social. Et un centre de qualité qui travaille face to face avec le professeur à l'université pour obtenir bonnes compétences pour la profession et pour l'intervention. Et parfois, on voit qu'il y a beaucoup de stages qui passent uniquement comme une forme d'observation, une forme de formalité des courses. Et ça, je ne sais pas, de cette manière. Vous parlez de la médecine dans votre communication. Et en service social, c'est un peu le même. Le professionnel qui fait l'encadrement, la supervision des étudiants du pratique ou du stage du travail social sont professeurs de cet étudiant dans la pratique.
sont professeurs qui donnent à les étudiants apprentissages et stratégies pour travailler en travail social. Et dans cette champ, mon position, c'est que nécessité de renforcer et de clarifier mieux ce champ d'éducation en travail social. J'espère que Oui. tu peux comprendre. Mon français n'est pas facile, mais bon, pardon. Je pense avoir suivi votre pensée. Alors encore une fois, moi je me réfère à la France. À la France, cette articulation stage-enseignement, elle marche pas bien. C'est vraiment 2 registres séparés la plupart du temps. Pas toujours, mais très souvent, il n'y a pas de lien ou très peu entre le lieu de stage et le centre de formation. Il n'y a pas de travail ensemble. Oui, Il n'y a pas dans les faits, dans le déclaratif, oui, on va travailler ensemble, mais dans les faits, il n'y a pas. On va vous dire par manque de temps, un professionnel qui suit un stagiaire, très souvent, il n'a pas de temps pour le suivre, il n'a pas de temps imparti, il n'est pas payé en plus. Donc, il ne va pas prendre les moyens de tout ça. Il va venir à une réunion par an au centre de formation. Il va venir 2 heures de réunion en une année. Vous voyez, en France, encore une fois, je me réfère à la France, quelque chose qui pour l'instant ne marche pas dans l'immense majorité des cas. Vous voyez, moi j'étais très critique sur le niveau d'exigence sur les diplômes d'État, d'éducateurs, d'assistants de service social, etc. On n'est pas exigeant. En France, il y a un taux de réussite très fort, 90%, 92%, mais qui signifie rien. Qui signifie rien. On n'a pas, en termes de lecture, de références et autres théoriques, il y a un niveau d'exigence qui est très faible. oui. Les gens sur le terrain, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus, j'ai fait des articles qui sont sortis dans des revues scientifiques. Les gens sur le terrain, ils lisent pas, ils se forment plus. Une fois qu'ils ont le diplôme, ils se forment plus. Vous voyez? Donc ça, ce sont quand même de gros problèmes. OK. Vous voyez, tout ça, ça constitue des obstacles qui fait que les étudiants sont un peu perdus, quoi. Oui. Mais dans notre expérience, de moment, le superviseur des pratiques, qui sont les assistants sociaux, qui restent dans les institutions d'accueil des stagiaires, Oui, sont reconnus à notre université comme collaborateurs de l'équipe de professeurs et ont travaillé ensemble, un les autres. Et dans l'année, en semestre, on fait deux sessions qui nous appellent des communautés de pratique pour introduire en même temps la dimension des pratiques des intervenants et en même temps la production de recherche qu'on fait à l'académie. Et ça marche bien parce que le professionnel obtenu plus d'informations, s'y adapter mieux à les connaissances actuelles et en même temps offre à le superviseur la possibilité de s'inscrire dans une unité de master ou de doctorat ou de licence, un unité par année pour actualiser son connaissance et en même temps actualiser son CV. Et ça, à promouvoir une évolution d'un bon dialogue entre l'académie et la profession et l'académie. Ça marche bien ici, de je moment. comprends, mais on est très loin de ça en France, vous devez le savoir. Oui, Quand vous rencontrez des IRTS ou autres, s'ils sont honnêtes, ils vous disent que ça ne marche pas comme ça en France. oui, ok. Bom, alguém tem perguntas, comentários? Ninguém quer dizer nada ao professor aqui da sala? One question.
Já está? Mas aqui não está. Ah, já está. Ok. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth. Vous m'entendez bien? Venha mais para aí. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, madame. Vous appelez Elisabeth. Elisabeth, c'est ça. En tout cas, vous voulez vous saluer et vous féliciter pour cette conférence et dire que j'ai étudié au Québec, à Montréal. Ça fait longtemps. D'abord, j'ai étudié au Cégep du Vieux-Montréal en service social. Et notre professeur parlait de l'expérience des stages. Et dans les années 92, c'est quand j'ai terminé mon cours en service social. Déjà, on avait des stages à Montréal, que c'était des stages divisés par 3 moments. C'est-à-dire que le premier moment, c'était de l'observation. Le deuxième moment, c'était d'interaction sans pouvoir intervenir. Et le troisième moment, c'était déjà de l'intervention. Alors, nos orientateurs de stage nous donnaient des procès. On pouvait déjà intervenir dans quelques situations. Et c'était nous, les stagiaires, qui pouvaient, disons, faire les entrevues avec les personnes. Dans mon cas, c'était d'un appui domiciliaire. Et on faisait déjà l'intervention et on avait déjà cette interaction entre le cégep, disons, et le lieu de stage. Alors, cette intervention, c'était déjà possible ça fait longtemps déjà, mais c'est l'expérience que j'ai eue comparativement quand je suis venue ici au Portugal. J'avais constaté cette situation, que là-bas, quand on était en formation, c'était possible d'avoir ce stage directement, tandis qu'ici, maintenant, c'est différent les stages, mais tandis qu'ici, ce que je connais, il y a moins cette possibilité. Ça, c'était seulement un commentaire. Et l'autre chose, déjà, c'est que tantôt, vous avez dit que le développement du pouvoir d'agir des personnes, c'est centré, c'est-à-dire l'empowerment, c'est centré dans cette approche. C'est-à-dire que l'empowerment, c'est moindre que l'approche de DPA. Et si j'ai bien entendu que le DPA recouvre plus ce que l'empowerment peut donner. Et je voudrais seulement que vous nous donniez un exemple, si c'est possible, pour que je puisse comprendre mieux cette approche, parce que l'idée que la plupart des gens, je pense, ont sur l'empowerment, c'est donner la capacité aux personnes de faire son changement d'une approche plus vers lui-même qu'une approche plus par l'extérieur. Et je voudrais seulement, si c'est possible, que vous nous donniez un exemple. Je ne sais pas si je suis fait comprendre. Oui. Je vais vous les exemples. Empowerment, je vous dis, c'est un terme, c'est un mot qu'on retrouve dans des secteurs complètement différents. Je vais vous donner des exemples très divers. Il y a une marque de voiture, je ne sais plus laquelle, je ne m'intéresse pas aux voitures, dont le terme empowerment était emblématique dans la publicité. La voiture, c'était de l'empowerment. Quand Yasser Arafat, c'est vieux, vous voyez, a rejoint Ramallah, quand il est revenu de Tunisie pour aller retourner dans la bande de Gaza, il y avait une grande affiche avec le terme empowerment. C'est-à-dire que le terme empowerment, je vous l'ai dit, il est utilisé dans des
dans des domaines très, très différents les uns des autres. C'est un mot fourre-tout, un mot valise. À la limite, on peut lui faire dire ce qu'on veut maintenant. On peut l'employer dans des sens très différents. Alors, l'intérêt de parler de développement du pouvoir d'agir, c'est de cerner le sens, les finalités de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que dans l'approche, on considère que parler de pouvoir d'agir, se situer au cœur de la notion d'empowerment, mais de ne pas la recouvrir complètement. C'est-à-dire que le développement du pouvoir d'agir, c'est utilisé dans le cadre des pratiques sociales, des interventions sociales, et ça recouvre donc un modèle d'accompagnement, d'intervention. Et on ne se préoccupe pas de ce qu'il en est des luttes d'influence entre groupes politiques divers, etc., etc. Vous voyez, développement du pouvoir d'agir, c'est une expression qui est bien définie maintenant et qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. On ne peut pas... empowerment, au départ, avait été traduit par habilitation, par autodétermination, par appropriation. Et tous ces termes-là ont été critiqués. Parce qu'habilité, généralement, on est habilité de l'extérieur. Donc, c'est encore quelqu'un qui accorde l'autorisation à l'autre, etc. Enfin, toutes les traductions antérieures ont été démolies. On les a démolies parce qu'elles ne convenaient pas. Parler de capacitation, par exemple, comme c'est fait par certains auteurs, c'est encore se restreindre au registre personnel. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ou c'est pas clair? Est-ce que ça répond à votre préoccupation? Oui, merci. Merci bien. Ok. C'est difficile, le dialogue dans ces conditions, je vous le cache. Oui, oui, mais c'est fatigué. Merci pour votre disponibilité et pour votre temps. Et bon, on avait autre moment qui nous ajoutait au collectif ici et qui ont permettre de parler face à face en les autres. OK? Ok. Merci, professeur. Professeur, si des gens veulent communiquer avec moi, vous n'hésitez pas à leur donner mon mail, mon adresse mail. OK. Que les gens ne se sentent pas gênés, je réponds toujours, je m'engage à répondre. Donc, si un étudiant ou quelqu'un veut plus d'informations, je n'ai pas été clair sur quelque chose, vous lui donnez mon adresse mail. OK. Je vais déposer votre email et quelqu'un qui préfère parler ou qui a avoir intérêt de développer son thèse doctorale sur ce thème, je pense devait contacter avec vous et explorer un peu le thème. OK? Avec plaisir. Pour moi, la coopération internationale est simple ouverte. Pourtant, s'il y a quelques étudiants qui prétendent développer ce thème et qui prétendent tout participer dans la direction de thèse, c'est possible. Mais ce n'est pas impossible, c'est possible ça. OK? OK. Pourtant, merci Bernard Vedari. Avoir une bonne nuit, une bonne santé et quelques jours on parlait à nouveau. OK? OK. Pareil pour vous, Georges, et puis pour tous les étudiants. Merci de votre attention. OK. Merci. Au revoir. À bientôt. Donc, je raccroche. Hein? Ok. Então, uma boa tarde a todos, os que estiveram também online, os que estiveram aqui em sala. Vamos encerrar esta sessão e agora, dia 18, tem outra conferência sobre o terceiro setor no âmbito do mestrado em serviço social, que será também uma boa oportunidade para participar. Ok? Muito obrigado a todos. E eu vou continuar a aula de doutoramento na sala C202 até às 8 horas. Ok? Obrigado. Obrigada.